Et comme promis, l'univers des cryptos, aujourd'hui, nous est décrypté par Enzo Allo, fondateur de cryptopatrimoine.fr. Bonjour Enzo Allo, merci d'être présent dans cette émission, comme chaque semaine ou presque, afin de nous éclairer sur l'ensemble de l'univers crypto. Bon, je le disais en préambule, ça y est, le Bitcoin se rapproche de son record historique, un peu plus chaque jour. Les 110 000 $ qui ont été franchis cette nuit, allez, on est à moins de 4-5% des plus hauts qui ont été touchés au printemps dernier désormais. Exactement, pas mal d'engouements qui reviennent sur le marché. Ça se ressent aussi dans le niveau des ETF, avec hier une très belle journée avec pratiquement 600 millions d'encours captés par les ETF sur Bitcoin. Sur la semaine, du coup, c'est pratiquement 1,6 milliard d'entrées. On a quand même une journée un petit peu rouge le 1er juillet avec 342 millions de sorties. En revanche, si on regarde un petit peu en termes de statistiques, les performances passées du mois de juillet sur les cryptos, c'est généralement le meilleur mois de l'année. Donc, on a eu un petit rattrapage là en début d'année. Alors, est-ce qu'on va voir justement Bitcoin franchir de nouveaux records ce mois-ci ? Là, c'est un petit peu la surprise pour l'instant. Oui, c'est la question sans réponse, en effet. C'est intéressant de voir, comme vous l'avez dit, que ce sont aussi les ETF qui poussent le Bitcoin vers ses plus hauts. Comment ça se passe du côté de l'Ethereum? On voit que c'est un petit peu plus timide. Forcément, on a des ETF qui sont beaucoup moins développés sur cette crypto. Clairement. En revanche, pour ce qui est de l'Ethereum, le 1er juillet a été une journée de 300 millions de collectes différentes avec Bitcoin. C'est 150 millions qui ont été récupérés hier. Donc, j'espère que c'est quand même plutôt positif, en tout cas sur Ethereum. Et nouvelle sortie, du coup, mercredi cette semaine, un premier ETF sur Solana, qui s'appelle donc le Rex Osprey, et qui, lui, a cumulé des flux, par contre, en revanche, hier, de 11 millions. Donc, bon, c'est les deuxièmes jours de cotation, donc il faut laisser peut-être un petit peu de temps. Point particulier à bien comprendre sur cet ETF Solana, c'est qu'en revanche, c'est le premier à embarquer les revenus ici du stacking. Alors, le stacking, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen de générer, on va dire, une typologie de rendement. Alors, en réalité, c'est une rémunération de certains acteurs de l'écosystème crypto, du minage notamment. Et en fait, ce rendement va être réintégré un petit peu comme un ETF capitalisant avec un ETF action avec on va dire des dividendes qui seraient réinvestis. Et bien là, les revenus issus du stacking sont réinvestis dans l'ETF. Ce qui fait que je pense que ça peut être un moteur de performance, en tout cas de sous-performance intéressant à avoir, surtout quand on voit les taux sur Solana qui sont, je pense, entre 4 et 8% pratiquement en fonction des différentes plateformes ou si on le fait en direct. Voilà donc pour Solana, nous avons parlé de Solana, de Ethereum, de Bitcoin. Bon, c'est bien beau tout cela aujourd'hui, Enzo Allo, mais comment aujourd'hui gérer son risque, puisque bien sûr on a une volatilité qui est très forte sur cette classe d'actifs. C'est bien sûr de la diversification, mais comment aujourd'hui on peut appréhender ce risque? Comment on peut se prémunir par rapport à cela? Selon moi, alors il y a plusieurs réponses. Je dirais qu'il y en a une qui est, on va dire, assez simple à comprendre, qui est d'avoir une vision macro, qu'on appelle top-down, et une vision micro, bottom-up, ce qu'on appelle comme ça. Donc, on va avoir, je pense, besoin de comprendre au moins 3 typologies d'actifs numériques pour bien construire un portefeuille. Le premier, c'est Bitcoin. Ça doit être pour moi le cœur de portefeuille, peu importe que vous soyez très risqué ou très peu risqué. La crypto que vous devez avoir en majoritaire dans votre portefeuille reste Bitcoin. Donc ensuite, on va devoir savoir à quelle proportion du patrimoine global est-ce qu'on va l'allouer. L'actif le moins risqué, on va dire, de l'écosystème crypto, c'est le stablecoin. Donc, on va dire une représentation monétaire des devises internationales sur l'écosystème blockchain. Donc, on va dire que c'est ce qu'on va trouver de moins risqué. Ensuite, on a donc Bitcoin, qui reste quand même risqué dans tout cet univers risqué. Et ensuite, on a tout le reste. Tout le reste, c'est ce qui va peser aujourd'hui en risque sur votre portefeuille. Si vous prenez les performances sur un an, Bitcoin, on est à peu près à 80%. Pour les altcoins, d'une manière générale, si on a fait la moyenne de tous les altcoins, on est à moins 30% pratiquement sur l'année. Donc ceux qui étaient extrêmement exposés aux altcoins, aujourd'hui, ont beaucoup moins bien performé que ceux qui étaient uniquement sur Bitcoin. En plus de ça, ça leur a pris du temps. Ça leur a pris différentes zones de stress quand on investit sur toutes ces cryptos-là. Donc, si je pouvais donner un conseil, ça serait par exemple, quand on souhaite faire quelque chose de très peu risqué, ça va être de rester sur des stablecoins et générer un petit peu de rendement.
Ensuite, un portefeuille risque faible, selon moi, c'est entre 85 et 90% de Bitcoin et le reste sur quelques altcoins qu'on a sélectionnés. Puis ensuite, on va continuer de faire augmenter cette proportion au risque avec pour un risque moyen 65% de Bitcoin et 35% d'altcoin. Et pour un risque très fort, 35% de Bitcoin, 65% sur le reste. En revanche, aujourd'hui, avec la performance passée, on s'aperçoit que les portefeuilles risqués et moyennement risqués sont ceux qui ont moins bien performé. Donc attention où vous mettez la jauge, le curseur en termes de risque, parce que dans les cryptos, prendre le plus de risques ne signifie pas toujours générer le plus de rendement. La sélection des actifs va être très importante en sous-jacent. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à connaître par rapport à cela? Parce que c'est vrai que là, vous avez parlé notamment des stablecoins. Alors, normalement, les stablecoins, c'est connu pour être stable, hein, comme son nom l'indique. Bien souvent, un stablecoin, c'est $1. Néanmoins, il est possible de trouver du rendement. Comment vous faites pour trouver du rendement sur un stablecoin? Parce que normalement, ce n'est pas l'objectif premier. Effectivement. Alors, à l'instar du livret A, quand on va gérer de la devise monétaire fiduciaire traditionnelle, avec des stablecoins, vous allez pouvoir être fournisseur de liquidité, par exemple. Alors, fournisseur de liquidité, c'est un exemple. Il y a différents protocoles informatiques qui vont pouvoir vous permettre de générer du rendement avec vos stablecoins. Rendements qui sont généralement plus élevés que les rendements qui sont versés par du rendement obligataire ou monétaire, puisque vous avez en plus le risque de la technologie, hein, qui est très élevé sur la crypto. Donc, si vous vous dites en revanche, j'ai 10 000 $, je souhaite les mettre en stablecoin du dollar, vous augmentez très largement déjà votre risque comparé à du monétaire pur. Ça, il faut absolument bien le comprendre. Et ensuite, avec ces 10 000 $10 000 équivalents en stablecoin, bah, vous allez soit pouvoir les prêter à des personnes qui vont vous les rembourser avec des intérêts, soit vous allez pouvoir acheter des actifs numériques qui vont générer du rendement, ou alors utiliser ce qu'on appelle des pools de liquidité. Donc là, vous allez en fait devenir fournisseur de liquidité plus que prêteur de liquidité. Donc voilà, il y a plein de différents leviers, différents protocoles pour pouvoir générer du rendement sur des stablecoins. Tous ne se valent pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun audit sur la fiabilité d'un protocole informatique. Il y a des réglementations qui encadrent les stablecoins, mais tous les stablecoins ne répondent pas à toutes les réglementations. Donc, je dirais que c'est assez risqué. Il faut faire ça au cas par cas en fonction des protocoles qu'on utilise et de commencer, je pense, par ce qu'il y a de moins risqué. Hein, ceux qui vont commencer tout de suite par utiliser beaucoup de protocoles alors qu'ils n'ont encore jamais investi dans Bitcoin. Je pense qu'il y a un problème dans les étapes, dans le séquençage de l'investissement. Le plus simple, ça reste quand même d'acheter Bitcoin, je pense, au début, d'attendre un petit peu et ensuite de commencer à voir comment évoluent ces marchés-là et commencer à diversifier un petit peu son risque petit à petit. Bien sûr, c'est la règle comme dans tout placement financier. Merci beaucoup Enzo Allo de nous avoir accompagnés ce matin.